Nous allons débuter cette matinée par une session essentielle consacrée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pour ouvrir cette session, nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Meddah qui nous apportera son expertise sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les troubles fonctionnels intestinaux. Chers maîtres, chers amis, merci de me faire le plaisir et surtout l'honneur de m'avoir convié pour cette communication afin de parler sur l'état actuel de connaissances concernant les TFI et MICI. Chère audience, avant de commencer, je remercie Monsieur le Président of Head Up Association of Gastroentérologie de m'avoir invité pour ce congrès dans la ville de Sétif, cette ville où se mêlent l'histoire, la modernité, la tradition et l'innovation. Merci, Monsieur le Président. Ce geste dénote de votre gentillesse et surtout de votre souci, devoir envers la discipline. Mes très sincères reconnaissances également pour les membres de l'association HEDA pour votre engagement indéfectible, pour votre passion inébranlable, votre dévouement dont chacun d'entre vous a fait preuve et cette synergie qui fait la force et le pilier de la bonne organisation de ce congrès et faisant de lui un moment inoubliable, riche en échanges et de découvertes. Alors, TFI MICI, c'est quoi? C'est la présence des signes fonctionnels, digestifs, chez les patients atteints des MICI, soit la maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. En pratique clinique quotidienne, quelles sont les questions qu'on essaie de répondre? C'est est-ce que ces symptômes sont-ils dus à une inflammation? Si oui, comment traiter? Optimiser le traitement de la MICI et enfin, faut-il utiliser un traitement de TFI? Donc l'association TFI-MICI n'est peut-être pas le fruit de hasard. Cette entité reste assez peu étudiée et sa prise en charge thérapeutique est mal codifiée. Voyons d'abord un petit rappel de la nouvelle classification de colon irritable que vous connaissez tous et qu'elle est en place depuis 2016. C'est les critères de ROM4. Ce sont des douleurs abdominales récurrentes survenant en moyenne au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois avec au moins 2 critères suivants en relation avec la nidification, associés à une modification de la fréquence des selles, associés à une modification de la consistance et l'aspect des selles, et en utilisant pour la définition différents sous-types selon le transit prédominant, la fameuse échelle de Bristol proposée par nos collègues anglais, et c'est important parce qu'elle permet de bien codifier le côlon irritable. Et je vous rappelle pour les formes avec constipation prédominante, il faut plus de 25 type 1 et 2 et moins de 25 type 6 et 7. Et pour les formes avec diarrhée prédominante, c'est l'inverse. Il faut plus de 25% de type 6 et 7 et moins de 25% de 1 et 2. Il y a les formes avec alternance entre les deux et puis on a des formes qu'on a du mal à classer. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et la question qui se pose, c'est est-ce que cette association TFI-MICI est une coïncidence ou une réelle association? Comme vous savez tous que la prévalence des TFI, c'est de 5 à 20% de la population générale, selon les critères utilisés, et donc c'est extrêmement important. En revanche, la prévalence des MICI est beaucoup plus faible, 130 à 240 pour 1 puissance 5 habitants. Et donc finalement, les MICI sont des maladies peu fréquentes, mais ce sont des maladies rares qui peuvent être associées au TFI par le simple fait du hasard. À l'inverse, les TFI sont très fréquents et peuvent être diagnostiqués à tort chez les patients ayant une forme fruste de MICI. Et quoi qu'il en soit, les deux syndromes partagent la même évolutivité et ce sont des pathologies chroniques avec phase de poussée et entrecoupées des périodes de rémission spontanée et ou induites par les traitements. Alors, le diagnostic TFI peut précéder l'apparition d'une authentique maladie inflammatoire chronique de l'intestin et ceci a été démontré dans quelques études courtes avec un suivi de 15 ans qui a cherché à déterminer quelle était l'incidence
de différentes pathologies digestives, dont les MICI, une fois que le diagnostic de la TFI a été posé. Les auteurs ont montré que chez les patients étiquetés TFI, il existait une augmentation de l'incidence de MICI chez 3,7% des patients de cette cohorte contre 1,7% dans le groupe contrôle. Donc, c'est 8 fois plus élevé chez les patients TFI que chez les patients des malades contrôle. Et ceci est probablement dû à une phase prodromique avant l'apparition d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestinal. Et on estime qu'au cours de la maladie de Crohn, c'est entre 2 à 7 ans. Et au cours de l'RCH, malheureusement, il n'y a pas de données. Mais devant ces résultats épars qui suggèrent donc que les symptômes de TFI peuvent précéder l'apparition d'une MICI, et à partir de données disponibles, il n'est pas possible de savoir s'il existe déjà des lésions anatomiques chez ces patients TFI qui vont développer une MICI ou non. Qu'en est-il de la fréquence des symptômes de TFI chez les patients atteints de MICI? Il y a assez peu de données en littérature. Quand même, on n'a que 13 études, cas contrôle, qui colligent 1703 patients, chez qui schématiquement le diagnostic de TFI chez ces patients MICI a été retenu par la présence des critères de Rome. Donc globalement, la prévalence de TFI est extrêmement élevée. Elle est de 39%, avec un risque relatif près de 5%, et ceci plus le diagnostic TFI est plus important chez les patients qui ont une maladie inflammatoire active. 44% versus une maladie en rémission, et plus fréquent au cours de la maladie de Crohn qu'au cours de la rectocolite hémorragique, 46 versus 36%. Donc les symptômes TFI sont plus fréquents chez les patients atteints de MICI, que la maladie soit active ou en rémission, le plus souvent au cours de la maladie de Crohn, et donc probablement cette association n'est pas fortuite. Nous allons à présent explorer une autre facette de cette problématique pour poser la deuxième question à laquelle on va tâcher de répondre. Est-ce que ces symptômes TFI chez ces patients MICI, la maladie inflammatoire, est-elle active ou en rémission? Donc, les critères de Rome, ce sont des critères cliniques uniquement pour aboutir au diagnostic de TFI et pour nous aider, pour savoir si la maladie est active ou non, il faut utiliser les biomarqueurs et les deux principaux étant la CRP et la calprotectine fécale. La CRP, je vous rappelle, c'est une production hépatique en réponse à une libération de cytokines. Elle est considérée comme un biomarqueur de l'inflammation systémique, conséquence de l'inflammation digestive, et est ainsi un facteur prédictif de l'évolutivité des MICI. Cependant, il y a de nombreux variants génétiques associés à une synthèse faible ou nulle de CRP, car certains sujets ne synthétisent pas ou peu de CRP en réponse à une situation inflammatoire, et la fréquence de ces variantes est mal connue au cours des MICI, et durant des essais cliniques pivots, testant l'efficacité des différents biomarqueurs, biothérapie, environ 30% des patients inclus avaient une CRP normale. Outre l'apport de la CRP qui est concurrencé maintenant d'une manière très efficace par la calprotectine fécale, dont on parle beaucoup, est une protéine de la famille des protéines S100, présente dans le cytoplasme des polynucléaires et des cellules mononucléées, infiltrant la paroi du type digestif. Elle est le témoin d'une inflammation tissulaire. Chez ces patients ayant une MICI en poussée, la calprotectine fécale est augmentée. La valeur normale est inférieure à 50 mg de grammes de sel. Une élévation de la calprotectine fécale est également un facteur prédictif de la rechute et témoin de l'inflammation. À l'inverse, en point de vue disons plus macroscopique histologique, sa normalisation est associée à une cicatrisation muqueuse, voire une cicatrisation histologique. Pour approfondir cette idée de calprotectine, la première étude des biomarqueurs au cours de TFI MICI ont montré qu'il existait une élévation significative de calprotectine fécale. Ces résultats suggèrent qu'il existe une inflammation digestive non contrôlée, plus importante chez les patients MICI-TFI, considérés comme étant en remission clinique avec un CDAI inférieur à 150 au cours de la maladie de Crohn ou un ECDAI inférieur ou égal à 3 au cours de l'RCH. Donc 60% des malades du Crohn avaient une TFI et 38% des RCH avaient des symptômes de TFI avec une CRP toujours de 10, moins de 10.
Et vous voyez que l'inflammation résiduelle pourrait être probablement la cause de ces symptômes. Cependant, dans d'autres études prospectives, plus récentes, dont une sur 3 ans, n'ont pas confirmé ce résultat et ont montré que chez les patients ayant une MICI active, il y a bien sûr une élévation de la calprotectine ou une MICI inactive, mais les symptômes TFI, il y avait une élévation minime de la calprotectine, et à l'inverse de ce groupe de contrôle, il n'y a pas d'anomalie. Donc, c'est extrêmement discordant entre les deux études, dont une suggère que l'inflammation est contrôlée chez ces patients et d'autres disent que l'inflammation n'est pas contrôlée. Et à l'inverse, lorsqu'on s'intéresse au dosage de la calprotectine fœcale chez les patients atteints de TFI, diagnostiqués chez les critères de Rome, à la base des critères de Rome, il existe un sous-groupe non négligeable de 30% environ avait une élévation de la calprotectine fœcale au-dessus de la valeur seuil retenue, soit 100 mg par gramme d'aisselle, suggérant que ce groupe ayant des TFI en rapport avec une MICI. Et vous voyez ici que ce n'est pas négligeable et il serait intéressant d'avoir des biomarqueurs spécifiques de TFI, mais on n'y a pas encore, mais on le cherche activement dans le futur, Inch'Allah. Et pour illustrer ce point, on va tourner notre attention vers les biomarqueurs de l'inflammation. Et si le CRP est normal, n'élimine pas l'évolutivité de la maladie. Le dosage de la calprotectine, sans doute, l'examen clé chez les patients TFI-MICI, et on peut conclure que dans ces quelques séries, que si la calprotectine fœcale est élevée, avec un seuil difficile à définir, peut-être franchement supérieur à 200, elle existe sans doute une inflammation muqueuse ou histologique persistante, et les symptômes TFI sont sans doute attribuables à cette inflammation. Mais si la calprotectine fœcale est normale, moins de 50 mg par gramme d'aisselle, elle existe une rémission complète. Il s'agit d'une TFI associée à la MICI. Il persiste une zone d'ombre comprise entre 50 à 200, où il est difficile de savoir si l'inflammation résiduelle est responsable des symptômes de TFI. Il est probablement utile de faire un bilan morphologique, tel que la coloscopie et l'IRM. Il serait intéressant de disposer d'autres biomarqueurs fécaux, comme la lactoferrine fécale. Ce sont en cours de validation comme facteur prédictif ou associé à une rechute clinique et qui nous aidera dans notre réflexion. Abordons maintenant un aspect complémentaire de notre sujet, c'est TFI-MICI, pour parler des facteurs psychologiques. Quel est le rôle des facteurs psychologiques dans l'association TFI-MICI? Au cours des TFI, le rôle des facteurs psychosociaux dans la genèse des symptômes fait l'objet d'une littérature abondante. Chez les patients ayant une association MICI-TFI, il a été montré que les symptômes de type TFI étaient plus fréquents chez les femmes, comme au cours de TFI en dehors des MICI, et que les scores d'anxiété-dépression, le score AHD, était significativement plus élevé chez les patients TFI-MICI que chez les patients MICI sans TFI. De manière parallèle, l'altération de la qualité de vie avait plus marqué chez les patients TFI-MICI que chez les patients ayant un MICI sans troubles fonctionnels intestinaux. Et c'est finalement qu'il y a une altération probablement complexe entre les symptômes digestifs, avec fréquence des symptômes de l'intensité de la douleur, par exemple. Les symptômes digestifs vont générer probablement des problèmes psychosociaux tels que la dépression, l'anxiété, et ceci avoir un impact négatif sur la qualité de vie, tant sur les symptômes digestifs et tant pour les symptômes psychologiques qui vont altérer la qualité de vie des patients qui présentent une association TFI-MICI. Quels sont les mécanismes physiopathologiques des TFI-MICI? Au cours des MICI, il existe, comme au cours des TFI, une hypersensibilité viscérale à la distension. Plusieurs études ont montré qu'il y avait une augmentation de l'expression des récepteurs muqueux impliqués dans la régulation de la douleur viscérale. Chez les patients en rémission ayant TFI-MICI par rapport à des patients MICI sans TFI, elle a été montré qu'il existait aussi une augmentation de la perméabilité paracellulaire des patients. Il existe également une altération structurale avec une diminution de l'expression des protéines de jonction intercellulaire. Comme au cours de la TFI, les cellules anomalies présentes chez les patients TFI MICI par rapport aux patients TFI
par rapport aux patients MIC sans troubles fonctionnels intestinaux était une augmentation du nombre de lymphocytes intraépithéliaux, une augmentation de l'expression de la sécrétion des cellulaires de TNF-alpha et qui suggère très fortement qu'il existe un état micro-inflammatoire persistant serait responsable de l'apparition des symptômes de type TFI chez les patients MIC considérés en rémission selon les critères habituels. Qu'en est-il le traitement? Pour terminer, c'est assez simple. Il n'y a absolument aucune étude randomisée dans ce domaine, donc à nous de débrouiller. Et le nœud de problème de cette association TFI-MIC, c'est évidemment aucune étude clinique permettant de donner les règles thérapeutiques chez les patients ayant une TFI-MIC. Donc, si on considère qu'une association TFI-MIC est une inflammation non contrôlée, l'attitude logique est d'optimiser de nos patients, on peut éventuellement renforcer les doses de 5-ASA. Très peu ou quasi aucune donnée dans la littérature concernant les patients ayant un RCH en rémission et qui ont une calprotectine négative. Si on augmente les 5-ASA de 3 à 5 grammes par jour, il y a une normalisation de la calprotectine fécale dans 30% des patients. Mais on ne sait pas si ces patients avaient une RCH, avaient des RCH, avaient en même temps des troubles fonctionnels intestinaux. Concernant cette optimisation, entre le coût, le risque de cette escalade thérapeutique est d'augmenter la fréquence des complications liées au traitement, en particulier infectieux. Il faut prendre en considération, Donc, avant d'envisager telle option, il paraît donc logique de faire des dosages des biomarqueurs, la CRP, la calprotectine fécale. Si les taux sont franchement augmentés, l'optimisation semble logique. Et si les taux sont des valeurs intermédiaires, une exploration morphologique telle que la coloscopie et l'IRM s'impose et paraît nécessaire pour confirmer l'absence de cicatrisation muqueuse. Et si les biomarqueurs sont négatifs, cette option ne semble pas logique. Il faut alors envisager un traitement symptomatique pour les troubles fonctionnels intestinaux. De quoi dispose-t-on? On a les antispasmodiques qui sont largement utilisés au cours de TFI avec un niveau de preuve assez modeste, à l'exception de la fluoroglycinol et de la mébévérine, qui ont été réévalués d'une façon correcte et satisfaisante avec un nombre suffisant de patients. Ils peuvent cependant être utilisés sans restriction compte tenu de leur bonne tolérance et l'absence de l'interaction, à condition de faire une réévaluation régulière à leur efficacité. Les antidépresseurs, ils ont certainement une place dans cette situation. Ils ont souvent prescrit comme traitement de seconde ou troisième ligne chez les patients ayant TFI. Les antidépresseurs recommandés, c'est les tricycliques à faible dose, sont plus efficaces que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et une série récente montre que la supériorité des antidépresseurs tricycliques par rapport les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, surtout pour la maladie Crohn, que l'RCH. Et enfin, cette option est retenue. Il faut utiliser des doses faibles et d'une façon prolongée. Un essai randomisé a montré que la prégabaline est efficace chez les patients ayant TFI, comme dans d'autres douleurs neuropathiques. Les données chez l'animal suggèrent que la prégabaline pourrait prévenir l'apparition d'un phénomène de sensibilisation secondaire déclenché par un état inflammatoire, mais aucune étude n'a été réalisée chez les patients TFI-MIC, mais leur utilisation est limitée par la tolérance souvent médiocre à forte dose. En poussant le bouchon un petit peu loin, pour parler des autres options thérapeutiques, les autres options qu'on peut éventuellement retenir, c'est les techniques de relaxation comme l'hypnose. Ils ont une place possible avec une efficacité meilleure au cours de TFI, surtout chez les sujets jeunes, avec une composante anxieuse importante. Récemment, le rôle d'alimentation, notamment un régime sans gluten, et les FODMAPs a été suggéré au cours de TFI. Plusieurs études bien menées ont montré qu'un régime sans gluten était efficace au cours du TFI et au cours du MIC, et à part les périodes de poussée de la maladie, et au cours desquelles un régime sans résidus est usuel. Le rôle de l'alimentation, en particulier FODMAPs, dans la genèse des symptômes TFI, n'a jamais été malheureusement évalué. Qu'est-ce que pour conclure?
Pour conclure par des messages que je vous invite à lire, que l'association TFI-Miki n'est pas liée au hasard. L'utilisation des biomarqueurs CRP calprotectin fécal est indispensable pour rechercher une inflammation persistante. Malgré les biomarqueurs, chez certains patients, il est nécessaire de recourir à des examens morphologiques adaptés pour rechercher des lésions inflammatoires. Le niveau de preuve des traitements habituels des TFI est très faible chez ces patients TFI-Miki. Et l'optimisation du traitement de la Miki est logique chez les patients TFI-Miki qui ont une inflammation et n'est pas, sans doute, pas pertinente chez les patients asymptomatiques. Une réévaluation régulière clinique biologique est nécessaire pour détecter éventuelle rechute de la Miki. Et je vous remercie.